Ok, Gaspard G, Paris, France, 4e journal de bord. On est le 5 juin 2023. Ce journal de bord va un peu évoluer. Désormais, je vais venir m'enregistrer tout au long du mois ici pour réagir aux grandes actualités qui ont fait le mois. En gros, avant, j'enregistrais tout à la fin du mois et là, je vais vraiment tenir un journal de bord tout au long du mois. D'ailleurs, j'ai vu que ce dernier journal de bord avait fait pas mal réagir, surtout sur la première actu, sur la question de l'obligation légale des joueurs de foot de ne pas se soustraire à une action de lutte contre l'homophobie. Les discriminations basées sur l'orientation sexuelle sont punies par la loi. Donc Gaspard ici affirme que l'homophobie n'est pas une opinion mais un crime. Alors oui, c'est vrai, l'homophobie est un crime, mais où est la liberté d'expression dans tout ça? Bon, ce discours est un peu bancal, il y a des petits relents homophobes dans son argumentaire et globalement sur cette chaîne. En tout cas, moi, même si je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il dit, j'aime bien qu'il puisse y avoir des droits de réponse comme ça à mes vidéos. Ce début de mois de juin me permet de souhaiter à tous les concernés une bonne Pride. Allez, on change de sujet, voici ce qui s'est passé dans le monde en juin 2023. Bon, et bah finalement, j'aurais pas attendu longtemps. On est le 6 juin, le pollen sévit déjà dehors, et c'est un enfer, je suis désolé, je vais me gratter le nez pendant tout le mois, je vous préviens. Et Apple vient d'annoncer ça. So today, I'm excited to announce an entirely new AR platform with a revolutionary new product. And here it is, Apple Vision Pro. J'avoue que je suis assez mitigé sur le truc, mais visiblement tout le monde n'a pas le même avis. D'ailleurs, j'ai reçu ce message de Mickaël, qui est un abonné et qui a l'air plutôt emballé. Salut Gaspard, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'Apple Vision Pro. On a tous vu presque ce qu'il est capable de faire. Et malgré son tarif d'entrée assez élevé, 3499 $, je pense qu'Apple vient de sortir un produit qui va révolutionner notre ère en fait. Ça va être une nouvelle ère numérique. Et je pense que ça va faire comme le smartphone en son temps, tu sais. Bon, je dois t'avouer, Mickaël, que je suis vachement moins enthousiaste que toi sur le Vision Pro. Tim Cook, qui est le directeur général d'Apple, a présenté son innovation comme un casque de réalité mixte qui combine l'expérience de la réalité virtuelle et celle de la réalité augmentée. Bon, ça faisait des années qu'il était attendu et sa sortie est prévue pour janvier 2024. Il coûtera, comme tu l'as dit, Mickaël, 3499 $. Ouais. C'est pas donné. Alors, Tim Cook a présenté le Vision Pro en le comparant à la création de l'iPhone ou du Mac. En effet, dit comme ça pourrait être un marqueur important dans le monde de la technologie. Toujours selon Tim Cook, l'Apple Vision Pro ouvre la voie à l'informatique spatiale. L'informatique spatiale, retenez bien ce terme, en offrant des expériences incroyables et une interaction révolutionnaire. Bon, c'est la rhétorique marketing d'Apple. Tim Cook est dans son rôle. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que le Vision Pro est révolutionnaire? Pas vraiment. En fait, aujourd'hui, il existe déjà des casques de réalité virtuelle. Le principal concurrent d'Apple sur ce type de produit, c'est surtout Meta. Meta, qui est l'entreprise mère de Facebook, WhatsApp, Instagram, qui s'est d'ailleurs renommé Meta en 2021 pour montrer son chemin vers le métaverse, bien que ce soit un marché qui ait beaucoup de mal à se démocratiser. En même temps, vu le prix des appareils, on peut comprendre pourquoi. La grande nouveauté avec l'Apple Vision Pro, c'est que le monde virtuel proposé crée un gros flou entre le réel et le virtuel. En gros, les utilisateurs pourront choisir le degré d'immersion qu'ils veulent grâce à une molette qui permet d'ajuster l'écran de la réalité augmentée à la réalité virtuelle. Plus besoin de joystick, plus besoin de souris, mais simplement des yeux, de la voix et des gestes pour naviguer dans cette drôle de réalité. Apple nous propose en gros une navigation à la Iron Man pour ce premier produit grand public d'informatique spatiale. Et pour la nuance peut-être, puisque je parlais de Meta, l'entreprise de Zuckerberg, qui est clairement rivale sur le marché, l'usage du Vision Pro en fait se rapproche plutôt d'un ordinateur personnel, simplement sous forme de casque, qu'on pourra toujours poser quand on veut se reconnecter au réel. C'est un usage perso, work-centered. C'est un peu une phrase de connard, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Là où Meta veut développer une réalité parallèle, où l'interaction sociale et virtuelle avec les autres semble alors plutôt au centre de son usage. On assiste à une bataille de marché, à une bataille de produits, mais surtout, et c'est le plus intéressant, à une bataille de vision. Moi, ce qui me pose problème, Mickaël, c'est que ça implique, tous ces nouveaux produits, un isolement réel. Tu l'as dit, on est déjà tous sur nos téléphones, et si notre société était amenée à utiliser des appareils comme le Vision Pro, comme on utilise aujourd'hui les smartphones, là je trouve ça vraiment inquiétant. Qu'est-ce que ça dit de nous en tant que société, si on devient tous des mecs et des nanas avec ce type d'appareil sur la tronche pour pouvoir communiquer? Une société qui se retrouve encerclé, c'est le cas de le dire, à travers une technologie qu'on vient poser à même la tête. Je suis peut-être un giga réac, un vrai réfractaire à ces nouvelles technologies, mais moi ce monde-là, j'en veux pas. À mes yeux, c'est Black Mirror.
Et je pense sincèrement, dans un monde qui tend à se polariser, où certains adoptent chaque innovation et d'autres la rejettent catégoriquement, Apple aura beaucoup de mal à faire de cette innovation un outil indispensable à chacun. Après, disons les choses, c'est le propre d'une firme comme Apple que d'innover. Montrer qu'on n'a pas quitté le terrain de l'innovation pour rester frais, attrayant et compétitif aux yeux du marché. Est-ce que Apple a réellement l'intention de faire de ce produit un produit de masse? Je vous donne mon avis, je crois pas. En tout cas, certainement pas dans les prochaines années vu le prix d'entrée. D'accord, Apple nous a habitués à des produits chers. Mais enfin, 2 SMIC dans un produit de grande consommation, non, Apple n'est pas fou. Je suis assez convaincu que l'ambition de la pomme est plutôt au flex technologique qu'à l'évangélisation d'un public qui n'aura de toute façon pas les moyens de se l'acheter. Un produit qui d'ailleurs peine à être rentable tant sa fabrication coûte cher. Ok Léo Duff. Bref, l'Apple Vision Pro reste un marqueur d'innovation important, et one more thing comme dirait l'autre, je trouve que cette décennie a une évolution technologique beaucoup plus importante que la précédente. On s'habitue de plus en plus à l'innovation, le Vision Pro aura quand même réussi en quelques heures à ringardiser quiconque parlerait encore de ChatGPT comme la prouesse technologique de l'année. On est le 9 juin et j'allume ma caméra parce que hier, il s'est passé quelque chose de terrible à Annecy. 6 personnes ont été poignardées par un type. C'est une scène d'horreur qui laisse sans voix et j'ai évidemment une pensée pour tous les blessés et leurs familles. Les réseaux sont inondés d'images absolument terribles, où on voit d'ailleurs très clairement l'assaillant. Et moi j'ai reçu le témoignage d'une jeune abonnée, Camille, qui était en classe à ce moment-là, à Annecy. Bonjour Gaspard, je m'appelle Camille, j'ai 15 ans et j'habite à Annecy. Hier, il s'est passé une attaque horrible faisant 6 blessés, dont 4 enfants. Notre collège et toutes les autres écoles d'Annecy ont dû fermer et on a été confinés pendant 1 heure en salle d'études, les stores fermés. Mais comme on peut le voir, la vie a continué. Merci Camille pour ton témoignage. Je comprends que ça a dû être un moment très stressant et particulièrement éprouvant. Donc hier, à Annecy, au niveau d'une aire de jeu, un homme muni d'un couteau a poignardé 6 personnes, dont 4 enfants entre 22 et 36 mois, qui ont été transportés à l'hôpital en urgence absolue. L'homme qui a commis l'attaque s'appelle Abdelmasih H. C'est un réfugié syrien de 31 ans. Il aurait fui la Syrie en 2011 et obtenu le droit d'asile en Suède en 2013, et il y vivait depuis. Il était jusqu'alors inconnu des services de police et son motif est inconnu. La piste du terrorisme islamiste a rapidement été écartée, car l'homme s'est dit chrétien de Syrie et une croix a été retrouvée sur lui lorsqu'il a été interpellé. On sait qu'il est rentré légalement en France en novembre 2022 et qu'il avait déposé une demande d'asile qui lui avait été refusée. Et cette situation administrative pourrait être la cause de son geste. Par ailleurs, cette attaque a rapidement été utilisée par l'extrême droite en France, sur les réseaux sociaux et dans les médias, pour propager un discours anti-réfugié. On nous dit qu'il était en situation régulière. Donc déjà, c'est faux. Il n'était pas en situation régulière puisque en réalité, il aurait dû avoir un titre de voyage pour réfugiés, pour pouvoir venir en France. Bon, ce que dit Marine Le Pen ici est faux. L'attaquant était légalement en France, en raison du droit d'asile. Le droit d'asile, pour ceux qui ne savent pas, c'est un droit fondamental garanti par les textes internationaux et européens. En France, pour tout vous dire, c'est même un droit qui est inscrit dans la Constitution qui est un peu la loi des lois dans le pays. Cette attaque arrive en plein milieu d'ailleurs d'un débat national autour de l'immigration, puisque au mois de juillet, le gouvernement va présenter son projet de loi Asile, immigration. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le présente comme un texte ferme contre l'immigration irrégulière. Certaines associations craignent qu'il amène le recul des droits des personnes exilées et la détérioration de leurs conditions d'accueil. Force est de constater en tout cas que c'est un sujet qui préoccupe de plus en plus de Français. Il n'y a qu'à voir les résultats des dernières élections présidentielles. Tiens, j'anticipe aussi le fait que certains vont me dire dans les commentaires « Pourquoi Gasp, t'as qualifié cet événement d'attaque et pas d'acte terroriste? Parce qu'il est chrétien et pas musulman ?» Non, évidemment, c'est pas pour ça. Il y a un super article de Libé qui en parle. En fait, c'est presque sémantique. En général, on dit d'une attaque comme celle-là qu'elle est terroriste quand elle est liée à une organisation collective qui vise à troubler gravement l'ordre public par la terreur. Ici, pour être très clair, aucune organisation n'a revendiqué cette attaque, ce qui était le cas pour le 13 novembre, ce qui était le cas pour le 11 septembre également. Ici, et peut-être que les prochaines semaines me donneront tort, le type semble plus être un déséquilibré qui va finir en HP qu'un mec avec un projet et une idéologie réellement construite. Bon, on est le 13 juin et on vient d'apprendre la mort de Silvio Berlusconi. Berlusconi, il a été pendant longtemps à la tête de l'Italie. Ce qui est marrant, c'est qu'on connaissait tous son nom, presque. D'un autre côté, je pense pouvoir dire que notre génération savait pas vraiment qui c'était. Alors, je vais vous en parler, mais juste avant, j'ai reçu le message d'une abonnée, Iliona, qui est sur place en Italie
Et elle m'a envoyé ce message pour nous raconter un petit peu l'atmosphère. Écoutez. Donc pour mettre un petit peu le contexte, moi je suis en Italie depuis 2 mois et ma coloc était infirmière à San Raffaele, donc où Berlusconi était. Et justement, elle me racontait que dès qu'il est arrivé, c'était très sécurisé. Et donc quand il est décédé, on entendait parler partout parce que c'est la fin d'une ère. Et ce qui est curieux, c'est que même les gens qui ne partagent pas ses idées politiques étaient vraiment en deuil parce qu'il a fait énormément pour l'Italie. Moi au travail, il y a eu un moment de pause pour regarder les funérailles, etc. Donc c'était vraiment quelqu'un de très important et qui a fait beaucoup pour l'Italie. Merci Liona, tu l'as dit, Silvio Berlusconi est donc mort hier à l'âge de 86 ans. Et sa mort, en effet, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, a l'air de bouleverser le pays. Mais alors, pourquoi on en parle autant? C'était qui ce mec? Allez, musique l'histoire 2. L'histoire de Silvio Berlusconi commence en 1936, à Milan, dans une famille de classe moyenne. Après ses études de droit, il crée une société dans la construction et en 1973, il lance une société locale de télévision par câble. Entrepreneur dans l'âme, Berlusconi finit par posséder Mediaset, le plus grand empire médiatique de l'Italie. Allez, j'avance un peu, on arrive dans les années 90 et il entre en politique. En 93, il crée son propre parti politique, un parti de droite, Forza Italia. À cette époque d'ailleurs, la politique italienne est frappée par une série d'enquêtes judiciaires qui visent des personnalités du monde politique pour corruption. Le scandale touche surtout le centre droit et Berlusconi arrive donc au bon moment avec Forza Italia. Bon, je vous la fais courte, il sera 3 fois à la tête de l'Italie. Il est élu président du Conseil des ministres. En Italie, c'est le principal détenteur du pouvoir exécutif. C'est un peu, même si c'est un raccourci, notre président de la République en France. Il sera élu en 1994, en 2001 et en 2008. Et pendant ces 3 mandats, il va chercher à moderniser l'économie italienne et à lutter contre la corruption et le crime organisé. En 2022, Silvio Berlusconi fait son grand retour au Parlement italien, son parti étant dans la coalition de droite que menait Giorgia Meloni, une femme qui, elle, est d'extrême droite, l'actuelle présidente du Conseil des ministres. Tiens, et pour l'anecdote, pas si anecdotique pour les Italiens, jusqu'en 2017, Silvio Berlusconi est également à la tête du club de foot AC Milan. Bon, maintenant que j'ai dressé ce portrait, Silvio Berlusconi c'était surtout un mec controversé. Il a été aussi connu pour de nombreux scandales et pour avoir fait face à la justice italienne un certain nombre de fois. La justice italienne condamne Silvio Berlusconi à 1 an de prison dans le procès Unipol. L'ancien chef du gouvernement italien, qui devrait faire appel, est accusé d'avoir violé le secret de l'instruction dans cette affaire. 2012, il a été condamné à 4 ans d'emprisonnement pour fraude fiscale et il n'a plus eu le droit d'exercer de fonctions publiques pendant plusieurs années. Berlusconi a aussi été accusé de détournement de fonds, de fausse comptabilité, de tentative de corruption d'un juge, bien qu'il faille rappeler qu'il a le plus souvent été acquitté. Peut-être que ce qui le rend le plus détestable pour ses opposants politiques, c'est ces fameuses fêtes Bunga Bunga, des fêtes dans sa villa qui avaient fait beaucoup de bruit, où il avait été condamné pour avoir payé une prostituée mineure pour avoir des relations sexuelles. Berlusconi, c'était un populiste. Peut-être même l'un des premiers, selon beaucoup d'experts politiques. Berlusconi aura ouvert la voie à Bolsonaro ou à Trump. Berlusconi, c'était un milliardaire opportuniste, provocateur, ce qui n'est pas sans rappeler certains, qui selon ses opposants aurait abîmé les institutions et la démocratie. D'ailleurs, on le décrit plus souvent comme un président entrepreneur que comme un homme d'État. Force est de constater que, en tout cas, aujourd'hui, son parti de droite, Forza Italia, ne domine plus la droite italienne. Il a d'abord laissé place au parti d'extrême droite de Matteo Salvini, jusqu'au post-fascisme de Giorgia Meloni, une évolution de la politique nationale italienne qui personnellement m'inquiète. Bon les amis, aujourd'hui j'ai eu ma caméra pour vous parler d'une bien triste actu. Un bateau qui transportait des centaines de personnes, qui venaient notamment d'Égypte ou encore du Pakistan, a fait naufrage en Grèce et on compte énormément de morts. C'est une tragédie terrible. Au moment où je vous parle, 78 corps sans vie ont été repêchés, seulement 104 personnes ont pu être secourues, sauf que de nombreuses personnes étaient enfermées dans les cales du bateau. Il y aurait plus de 500 personnes décédées au total. Ce qui en ferait le naufrage le plus meurtrier en Méditerranée depuis 2016. Voici ce qui s'est passé. Mardi après-midi, un avion de Frontex, qui est l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, a repéré le bateau dans les eaux grecques. Les autorités portuaires grecques auraient alors contacté le bateau et les passagers auraient refusé toute aide. En fait, la Grèce est accusée de ne pas être intervenue assez tôt, alors même que le bateau était en danger. J'ai trouvé la réaction de Maxime, un abonné qui est juriste à Bruxelles, assez juste. Je vous la passe. Ce drame qui s'est passé en Grèce, il est assez symptomatique du mauvais traitement qu'on réserve en Europe aux demandeurs de protection internationale, parce qu'on a vu de nombreuses condamnations à l'égard de la Belgique, la France, la Grèce, et ce sont seulement les premiers pays qui me viennent à l'esprit, pour leur mauvaise gestion de la situation. Et en fait, on a l'impression
que les pays européens, ils oublient complètement leurs obligations du point de vue international, du point de vue européen et même du point de vue de leur droit national. Et en fait, c'est la conséquence, on va dire, quasiment logique à ça, c'est que on se retrouve avec des gens qui finissent par mourir noyés en mer Méditerranée en tentant d'accéder à l'Europe. Comme vient de le dire Maxime, un principe de base du droit maritime, c'est que les États ont l'obligation de secourir toute personne en situation de péril en mer. C'est une obligation. Alors, dans ce cas précis, la Grèce aurait dû secourir ce navire dans sa zone, en l'accueillant dans un de ses ports ou celui d'un État voisin. Sauf que la Grèce est accusée de refouler illégalement des demandeurs d'asile, en gros en ne les accueillant pas sur son territoire. Le gouvernement grec s'en défend, mais depuis 4 ans, le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a mis en place une politique ultra sécuritaire, avec notamment le verrouillage des frontières. Et donc ces exilés, sur des embarcations bien souvent de fortune, essayent de prendre des routes maritimes qui ne passent pas par la Grèce, mais qui sont donc plus dangereuses, ce qui augmente considérablement le risque de naufrage. La situation est horrible, elle n'est malheureusement pas nouvelle, ça fait des années qu'on voit les mêmes images, je vous ai retrouvé ça a presque 10 ans. La Méditerranée est devenue la route la plus mortelle du monde en 2014 pour les migrants. C'est le triste constat de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Au moins 3419 migrants ont perdu la vie en tentant de la traverser en quête d'un avenir meilleur. Ces images sont insoutenables et depuis 2014, au moins 27 000 personnes ont péri sur cette même route migratoire. 27 000 personnes. Comme tu le disais Maxime, ça pose vraiment la question du droit et des politiques migratoires en Europe. Un sujet qui divise profondément les pays européens, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des politiques communes efficaces. Ce sont des politiques évidemment très complexes. Je voulais quand même souligner que quelques jours avant le drame, les pays de l'Union européenne se sont enfin mis d'accord sur un dispositif qui est censé obliger les États à agir. Les pays qu'on dit de première ligne, qui sont les plus proches de ces routes migratoires, comme la Grèce ou l'Italie, devront mieux contrôler les frontières et enregistrer toutes les entrées. Et les pays dits de seconde ligne, comme la France, s'engagent notamment à accueillir des demandeurs d'asile sur leur territoire. Mais quoi qu'on en dise, cette immigration, ces demandeurs d'asile sont là. Ils existent. C'est bien réel. Quasi tous les bords politiques s'accordent pour dire qu'il y a urgence, que ces naufrages à répétition dans la Méditerranée sont des catastrophes humanitaires et que nous devons tous ensemble, en Européens, en faire une priorité absolue en apportant des solutions. Bon, 23 juin, au moment où je vous parle, on vient d'apprendre que les 5 passagers du Titan, ce petit sous-marin qui était porté disparu depuis le 18 juin dans l'océan Atlantique, sont morts dans l'implosion du submersible. Le champ de débris est compatible avec une implosion catastrophique du navire. En tout cas, ce feuilleton a passionné la presse, maintenu beaucoup de curieux en haleine. On parlait pendant la présidentielle d'une Netflixisation de la campagne. Là, on a littéralement eu le droit à une Netflixisation de cette actualité. BFM avait sorti le bandeau, on avait un décompte en temps réel du nombre d'heures d'oxygène qu'il leur restait. Je dois bien avouer que moi aussi, j'étais scotché à mon téléphone, je rafraîchissais Le Monde pour savoir est-ce qu'on les a retrouvés ou pas. Dans cette affaire, il y avait tous les codes de la fiction. Une situation exceptionnelle, dans un décor hyper cinématographique digne du plus gros blockbuster de James Cameron, des personnages de notoriété publique pour certains. Non, vraiment, sans cynisme, les rédactions des chaînes en continu se sont régalées. Le sous-marin, pour rappel, était parti voir l'épave du Titanic. Il fallait payer 239 000 € pour ce voyage touristique pour tenter d'apercevoir l'épave du célèbre bateau au fond de l'océan. Je peux pas m'empêcher de penser que pour ces passagers payants, il y a un mauvais sens des priorités. À eux 3, ils auraient pu financer quoi avec cet argent ? J'ai fait le calcul, 50 jours de sortie de l'Ocean Viking, ce bateau qui sauve des migrants en Méditerranée et qui coûte une fortune à opérer. Évidemment, leur mort est regrettable et c'est très triste. Et je sais que ça a déjà été pas mal dit, mais il y a quand même quelque chose de très frappant quand on compare la couverture presse de cet événement avec la couverture médiatique qui a été réservée au naufrage de ce bateau avec 500 migrants au bas mot à bord, dont je vous parlais plus tôt dans le mois. Une différence de traitement dans la presse, mais aussi de moyens mis en œuvre pour les sauver. Pour le Titan et ses 5 passagers, des avions, des navires, des robots sous-marins ont été déployés pour la recherche de survivants, et de nombreux pays comme la France et le Canada ont apporté leur aide. Et c'est très bien. Mais pour le chalutier avec les 500 migrants, le bateau a coulé sans que rien ne soit fait. Aucun pays n'a bougé le petit doigt. Des recherches acharnées, multilatérales pour retrouver 5 personnes, alors que les États-Unis disaient savoir depuis longtemps que l'appareil avait implosé, versus l'incapacité de l'Union européenne à s'accorder pour sauver plus de 500 vies, le parallèle est frappant. Force est de constater qu'ils n'ont ni la même couleur de peau, ni le même portefeuille.
On avait quasiment terminé le montage et on s'attendait clairement pas à ce qui vient de se passer. Dimanche 25 juin, hier, on a vécu une journée de dingo. Il y a eu beaucoup de rebondissements dans le conflit russo-ukrainien, enfin surtout côté russe. Ce qui s'est passé, c'est que Evgeny Prigojine a essayé de défier le pouvoir militaire russe. Prigojine, c'est un proche de Vladimir Poutine et il est à la tête de la milice Wagner dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. En gros, la milice Wagner, c'est une milice privée, un groupe de mercenaires qui combat aux côtés des soldats russes en Ukraine. Et là, ce week-end, samedi 24 juin, il a lancé une rébellion pour renverser le pouvoir militaire russe. Poutine a annoncé que cet acte était un acte de trahison et que de lourdes sanctions seraient prises contre Prigojine et ses hommes. On a appris par la presse que la milice Wagner était en route pour Moscou. Tout le monde s'attendait à une confrontation hyper violente. Sans déconner, tous les journalistes et les gens qui s'intéressent à ce conflit dans le monde suivaient leur avancée. Mais va savoir comment ou pourquoi un accord avec Loukachenko, qui est le président de la Biélorussie, a été trouvé. Les hommes de la milice Wagner ont donc fait demi-tour et Prigojine va partir en exil en Biélorussie sans qu'il y ait de sanctions retenues contre lui ou ses soldats. Le samedi 24 juin va quand même rester dans l'histoire de ce conflit. On a frôlé une guerre civile en Russie et c'est surtout l'une des premières fois que le système hiérarchique de Poutine a montré des failles aussi importantes. L'image, le pouvoir, l'autorité de Vladimir Poutine avec cet événement est plus que fragilisée. En attendant, malheureusement, la guerre continue, ce qui me permet de vous annoncer ici que dimanche prochain, dimanche 9 juillet 2023, sort enfin mon premier grand reportage d'1 heure où je me suis rendu à Kiev, à Odessa et plus largement en Ukraine pour tenter de vous filmer et de vous expliquer ce conflit. C'était Gaspard G, je pense que ces actus, ces témoignages, ces images résument bien le mois de juin qu'on vient de vivre. Si vous aussi vous voulez m'envoyer des messages tout au long du mois, c'est très simple, ça se passe sur Instagram, Gaspard_G. Venez me suivre si c'est pas encore fait, je donne beaucoup d'infos là-dessus. Vous m'envoyez une petite vidéo ou une note vocale. On a passé d'ailleurs la barre des 600 000 abonnés. Vous êtes 630 000 abonnés, ça fait 630 000 envoyés spéciaux partout à travers le monde. Aussi, je voulais vous laisser en vous conseillant d'aller checker la dernière vidéo de la chaîne Déclic. C'est une chaîne collaborative à laquelle je participe avec d'autres vulgarisateurs. Une chaîne où on parle d'innovation, d'esprit ingénieux, sur laquelle il y a aussi Nota Bene, iHacks, ou moi, depuis quelques jours. Je suis le petit nouveau. On vient de sortir une vidéo sur la chaîne dans laquelle je vous explique comment on a inventé la caméra. Des premiers prototypes jusqu'aux innovations de dingue qu'on a aujourd'hui. La vidéo est là ou en description. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour mon premier grand reportage en Ukraine. J'espère sincèrement que vous serez au rendez-vous. C'était Gaspard G. Ciao!